Pendant près de 80 ans, le journal L'Équipe a attribué le titre de la ville la plus sportive de France. Chaque année, de nombreuses communes se sont battues pour être sacrées. Reims, Strasbourg, Bordeaux ont été célébrés, mais aussi de plus petites communes comme Sélestat ou Évreux. Si certains résultats paraissent aujourd'hui étonnants, ça reste le témoignage d'une époque. Malheureusement, ça fait 10 ans que le journal a arrêté, laissant Cholet régner sans partage sur ce titre pourtant si prestigieux. Mais entre-temps, il y a eu quelques exploits et quelques événements qui méritent au moins de se reposer la question. Le journal n'a pas répondu à mes 43 mails, 68 appels et 12 pigeons, j'ai donc décidé de m'y atteler moi-même avec les données que j'avais à disposition. Je vous emmène du coup dans mes recherches qui vont nous porter un peu partout en France, des petites communes bretonnes ou savoyardes aux grandes métropoles, en passant par les banlieues. On va se construire notre propre classement en fonction de 3 critères principaux, à commencer par le nombre de clubs professionnels par ville. Donc la première étape, c'était de compter le nombre de clubs pro par commune. Alors ça va peut-être vous paraître bête, mais j'ai galéré un peu plus que prévu rien que pour cette première partie. C'est quoi un club pro? En fait, il n'y a pas réellement de définition. Ça peut être dès qu'un club rémunère un joueur, mais dans ce cas, il y aurait sûrement plusieurs centaines de clubs de foot à considérer. Ça peut être la forme juridique, la taille du club en nombre de licenciés, etc. Pour faire simple, je me suis concentré uniquement sur les clubs où les joueurs ou les joueuses travaillent à temps plein. Je suis donc allé vérifier club par club dans les différents sports. On a donc bien sûr toute la Ligue 1 et la Ligue 2 au foot, mais aussi quelques clubs de national. Chez les femmes, c'est un peu plus complexe. Il y a encore pas mal de clubs où les joueuses doivent avoir un métier à côté. Donc j'ai pris uniquement les clubs où j'étais sûr que les joueuses étaient à temps plein. Il devait avoir un règlement pour régler ça, mais il n'est pas encore signé. Je trouve 48 clubs pro au foot, ça semble un petit peu faible. Je dois passer à côté de quelques clubs en national ou chez les femmes, mais je trouve pas les informations. J'ai pris aussi les 2 premières divisions masculines de rugby, de basket et de hand, où il y a bien des règlements qui stipulent que les joueurs ne travaillent pas à côté. Je trouve donc un nombre similaire de clubs pro dans ces sports, même si derrière ça cache de grandes disparités de salaire. Les joueurs sont aussi à temps plein en D1 de volley, de hockey et dans plusieurs ligues féminines qu'on peut voir à l'écran là. Pour chaque discipline, il y a aussi quelques clubs de seconde ligue qui restent pro, mais pareil, je trouve pas les informations. Au total, j'ai compté 208 clubs pro répartis dans 141 communes. J'étais assez surpris parce que 141 villes, c'est un panel assez impressionnant je trouve. Au final, 23 départements n'ont pas de club pro, dites-moi si vous en faites partie. Pour faire un classement, j'ai dû mettre tout ça dans un grand tableau Excel, et pour l'instant, pas de surprise. Paris en tête avec 8 clubs, mais derrière, on n'a pas Lyon ou Marseille, mais on retrouve Toulouse, Nice et Montpellier avec 5 clubs. Avant d'attribuer des points, on peut remarquer quelques éléments. On voit clairement une géographie différente en fonction des sports. Par exemple, pour le foot, on ne retrouve presque plus de clubs pro dans les petites villes. En bleu, on voit les agglomérations de plus de 200 000 habitants. Tous les clubs, sauf 5, en font partie. C'était bien différent il y a 20 ou 30 ans, quand on pouvait y retrouver Sochaux, Sedan ou Guignon. Mais sinon, spatialement, le foot est bien réparti. On retrouve le foot un peu partout, sauf en Aquitaine, mais c'est un sujet sensible. Quelque chose d'assez étonnant, c'est le nombre de clubs à Paris. Dans ses travaux, Loïc Ravenel montre qu'en moyenne en Europe, il y a un club pro de foot par million d'habitants. C'est un constat qui marche bien pour les 10 plus grandes agglomérations en France. Celles qui sont autour du million d'habitants ont un club pro, sauf Bordeaux, encore une fois désolé. Mais si on suit ce raisonnement, Paris et ses 10 millions d'habitants devraient avoir 10 clubs de foot pro, comme Londres. Alors qu'en fait, il n'y en a que 3. Le PSG, le Red Star et le PFC. Ça s'explique notamment par des fusions de clubs ou des projets qui ont échoué. Il y a d'autres sports qui permettent aux villes avec moins d'habitants et donc moins de moyens de se montrer. C'est le cas du basket, où on voit une géographie bien différente, avec Cholet, Saint-Quentin, Châlons, Bourg-en-Bresse ou Gravelines, etc. Si au foot, la population médiane des villes représentées dans l'élite est de 230 000 habitants, le basket connaît un chiffre bien plus bas, selon mes calculs, avec 88 000 habitants dans les villes de la Betclic Elite. Le foot coûte si cher désormais que certaines villes de taille moyenne se sont plutôt tournées vers le basket, le handball ou le sport féminin. Les autres géographies, elles peuvent être expliquées par des aspects culturels, avec évidemment le sud-ouest au rugby ou la Côte d'Azur au volley. D'ailleurs, je sais pas trop expliquer cette implantation, je suis preneur si vous avez des raisons. Ok, maintenant on va essayer de se faire un classement
C'est quoi selon vous la plus grosse ville en France qui n'a pas de club professionnel? Est-ce que vous avez une idée? Petit indice, elle est même pas sur la carte. Parce que c'est Saint-Denis à La Réunion. C'est un peu injuste vu que participer à un championnat professionnel, ça demande une certaine proximité avec ses concurrents. Donc pour les clubs d'outre-mer, comment être compétitif sans pouvoir participer au championnat? Ça rend les percées en Coupe de France de certains clubs sûrement encore plus belles. Parmi les 20 plus grosses villes qui n'ont pas de club pro, 5 sont en outre-mer. Du coup, si on met de côté les outre-mer, désolé, c'est quoi en France métropolitaine la plus grosse ville qui n'a pas de club professionnel? J'ai été un peu surpris parce que c'est Boulogne-Billancourt et c'est 120 000 habitants. Il y a 1 an et demi, la ville elle accueillait encore Wembanyama et Bilal Coulibaly aux Metropolitans, mais depuis le club il s'est effondré. 2024 a été dur pour Boulogne, car la fermeture de la patinoire a aussi entraîné la fin du club de hockey, pourtant plusieurs fois champion de France. Bon, vraiment pas loin, avec aussi plus de 100 000 habitants, on a Montreuil et Saint-Denis dans le 93, malgré la présence du Stade de France. Il y a aussi Argenteuil dans le 95. Pour vous resituer, c'est des communes qui ont plus d'habitants que Nancy, que Poitiers ou que La Rochelle. Et si vous connaissez un peu la région parisienne, vous savez peut-être que ces villes elles appartiennent ou ont appartenu à la Ceinture Rouge, des villes ouvrières avec des mairies communistes. À l'époque de la structuration du monde professionnel, ces mairies elles ont préféré surtout développer les sections amateurs plutôt que de se lancer dans le professionnalisme. Ça explique un peu ce constat sur les clubs pro. Parmi les 20 plus grosses communes qui n'ont pas de club professionnel, 7 appartiennent ou ont appartenu à cette ceinture rouge. Plus globalement, les villes de banlieue, les communes périphériques entourant les villes-centres, elles ont souvent aussi moins d'investisseurs pour financer le sport, puisque c'est la ville-centre qui va attirer un peu tout le monde. Du coup, c'est quoi la plus grosse ville de province, j'ai horreur de ce terme, qui n'a pas de club professionnel? Indice festival, pont et rime avec ballon. Oui, c'est Avignon, avec plus de 90 000 habitants et pas de club pro depuis le dépôt de bilan du club de foot. Si jamais il y a des Avignonnais ici, dites-nous s'il y a des raisons particulières. Peut-être que c'est une ville qui est plutôt tournée vers la culture. Plus loin, on peut aussi évoquer Colmar ou Calais qui n'ont pas de club professionnel non plus. On va se recentrer sur notre question. C'est assez logique que dans les grandes villes, il y ait des clubs professionnels, il y a plus de sponsors, d'habitants et d'infrastructures. Du coup, vaut mieux peut-être valoriser les plus petites communes qui arrivent à faire émerger des clubs professionnels et à les maintenir sur le long terme. Pour ça, on va regarder le ratio du nombre d'habitants par club professionnel. Chaque rond sur cette carte représente une ville avec un club. Il y en a 141, on l'a vu tout à l'heure. La couleur du rond dépend du nombre de clubs par habitant. Plus ça tend vers le rouge, plus il y a d'habitants par club. Et du coup, ça change carrément la donne. Marseille et ses 870 000 habitants ne comptent que 2 clubs pro. L'OM, évidemment, et les Spartiates de Marseille au hockey. Ce qui donne le pire ratio de France, plus de 400 000 habitants par club professionnel. N'hésitez pas à me dire si j'ai oublié des clubs en chemin. Mais les Parisiens commençaient pas à fanfaronner parce que Paris a le 2e pire ratio de France, malgré ses 8 clubs professionnels. A l'inverse, c'est quoi la plus petite ville avec un club pro? Celle qui aura le ratio d'habitants par club le plus faible. Je pense que vous la connaissez sans doute, elle est même connue presque uniquement de par son club de foot, c'est bien évidemment Guingamp. 7100 habitants, un club de foot de très haut niveau et un stade de 18 000 places. Si la capitale avait le même nombre d'habitants par club, il y aurait 300 clubs professionnels à Paris plutôt que 8. Alors je sais qu'il y a quelques géographes qui me suivent, et là ils sont peut-être pas très contents, parce que la réflexion par commune, ça n'a pas forcément beaucoup de sens. Vaut mieux regarder au moins les agglomérations, mais là pour le coup les résultats ils sont presque similaires. Avignon ça reste la plus grande agglomération qui n'a pas de club pro, et Guingamp la plus petite, juste devancée là par Briançon et Chamonix. Pour faire notre classement, j'ai alors distribué des points entre 0 et 100 en reprenant ce ratio du nombre de clubs par habitant. Plus ce ratio est petit, plus la ville obtient 2 points. Par exemple, Guingamp et Chamonix obtiennent 100 points. Paris et Marseille prennent 1 point, et les villes sans club pro, c'est 0 points. À ce moment-là, je trouvais ça un peu injuste pour les villes qui accueillent plutôt des sports individuels, des nageurs, des cyclistes et des judokas qui peuvent aussi être professionnels et dans des clubs. Mais il y a des chercheurs qui se sont posés plus ou moins la même question que moi en 2012, et ils ont retiré les sports individuels de leur réflexion, car ces disciplines, elles ne mettent pas en compétition des villes, mais plutôt des marques ou des individualités. Derrière, le financement, il est du coup moins lié aux communes.
Du coup, je les ai aussi retirés de ma réflexion, même si je sais que vous êtes nombreux dans les commentaires à me demander plus de sport individuel. Mais pour être franc avec vous, c'est aussi parce que je galérais à trouver les lieux d'entraînement des athlètes. Mais c'est assez frustrant de ne parler que du sport professionnel. Ce qui rend une ville sportive, c'est aussi son tissu associatif, les matchs chaque week-end, la diversité des sports proposés, etc. On va essayer de mesurer l'activité du sport amateur dans chaque commune. Pour cette partie, j'avais plusieurs idées, à commencer par compter le nombre d'associations sportives par commune. J'ai essayé de les répertorier, mais je trouvais plein de doublons, d'associations qui n'existent plus, etc. Puis je suis tombé sur une base très sympathique, le recensement des licenciés et clubs sportifs de 2023. Dans de nombreuses pratiques sportives, il est nécessaire de prendre une licence pour s'entraîner. Cette base recense toutes ces licences, commune par commune, sport par sport. Chaque discipline dépend de l'une des 118 fédérations sportives reconnues par l'État. Ça va me permettre de faire quelques cartes sympas. On va commencer très simple avec le nombre de licenciés par commune. C'est pas très intéressant pour l'instant. Globalement, ça nous montre juste où vivent les gens. Mais on peut aussi s'en servir pour d'autres choses, comme savoir s'il y a plus de licenciés en foot ou en rugby sur chaque commune. J'aime vraiment bien cette base de données. Maintenant, pour avancer dans notre classement, on va regarder le nombre de licences par habitant pour chaque commune. On va faire un ratio comme tout à l'heure. Ça a demandé un petit travail sur la base de données pour enlever quelques fédérations que je trouvais pas pertinentes. Surtout celles qui représentaient le sport dans les écoles privées ou dans les collèges par exemple. Donc là, on voit le nombre de licenciés par habitant. Plus la commune est foncée, plus il y a de licences par habitant. Donc théoriquement, on peut se dire que les habitants y font plus de sport, et donc que la ville au global est plus sportive. Ce taux peut même être supérieur à 1, car une personne peut avoir plusieurs licences. Judo le mercredi après-midi et basket le jeudi soir. On commence déjà à avoir des trucs intéressants. Si je zoome sur la région parisienne, on voit clairement une tendance qui se dégage. Il y a quelques similarités avec ce qu'on a vu plus tôt. Dans le 93, il y a plus d'1 600 000 habitants et 170 000 licenciés sportifs, soit environ 10%. Dans le 78, les Yvelines, c'est moins de gens, mais plus de licenciés, 22%. Je peux afficher la carte du revenu moyen, et on voit clairement qu'il y a un petit lien. Forcément, plus la commune est riche, enfin plutôt plus sa population a de moyens, plus on a de licences sportives. Selon un sondage, 38% des non-pratiquants estiment que c'est le coût de la pratique qui les empêche de faire du sport. Mais je trouve que l'existence de ces zones avec moins de licenciés interroge, car les forces qui avaient poussé les gens à pratiquer, les investissements publics et la stabilité de l'emploi notamment, ces forces elles sont en crise. Actuellement, on observe plutôt une baisse dans les budgets du sport plutôt qu'une augmentation. Et les premiers touchés seront sûrement ces territoires. Bon, cette caractéristique, ça vous surprend peut-être pas, mais je trouve personnellement que c'est important de la garder en tête. Sinon, si on dézoome, on voit aussi 2 territoires qui s'affirment. La façade atlantique et aussi tout autour des Alpes. On peut l'expliquer parce que dans ces territoires, en plus d'avoir une licence classique comme du foot ou du rugby, les habitants vont se licencier aussi pour faire des sports marins ou de montagne. Ça aboutit à une pratique plus importante chez les adultes, avec des taux bien plus élevés qu'ailleurs pour la pratique des femmes. En prenant ce taux de licence par habitant, on peut refaire un classement. Pour être égalitaire, j'ai essayé de prendre les 35 000 communes en France, mais il y en a tellement qui ont genre 8 habitants et 40 licenciés que ça fausse clairement le classement. Donc malheureusement, je me suis résolu à prendre uniquement les villes avec plus de 7 000 habitants. Le palier à partir duquel on a des clubs pro, on l'a vu avec Guingamp. Ça a réduit mon échantillon de communes à 1500, mais on parle des plus petites communes un peu plus loin. Alors je peux comprendre si ce classement il vous gêne, parce que le sport, ça se limite pas à la pratique dans des clubs. Je pense à tous ceux qui font du sport mais qui ne prennent pas de licence. Les coureurs, les nageurs, mais aussi ceux qui vont à la salle, qui font de l'escalade, de la danse, etc. Personnellement, je suis très attaché au sport en club et à la vie associative. Depuis que j'ai 6 ans, je crois, j'ai toujours eu une licence dans au moins une des fédérations. En 2023, 16 millions de licences sportives ont été délivrées pour 68 millions d'habitants. Mais le Covid a clairement fait vaciller un paquet de disciplines. En 2020, le nombre de licences délivrées a plongé. Si depuis ça a bien repris, une grande partie de la population s'est éloignée de la pratique en fédération et a poursuivi une pratique plus individuelle. Course à pied, musculation, escalade, etc. Le nombre de licenciés, il continue d'augmenter,
mais pas aussi vite que le nombre de pratiquants en général. En fait, c'est une tendance qu'on observe depuis longtemps et le Covid n'a fait que l'accélérer. Il y a 40 ans, un pratiquant sur 2 faisait du sport hors des fédérations sportives. Aujourd'hui, on serait plutôt à 3 sur 4. Donc en fait, avec le classement que je viens de faire, on met de côté une grande partie de la population, celle qui fait du sport hors des fédérations, alors que la pratique de cette discipline explose. Ça écarte un bon nombre de pratiquants, soit parce que leur pratique se fait sans licence, et n'entre donc pas dans les bases de données, ou tout simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer une licence. On l'a vu, les communes les plus riches étaient avantagées. Il fallait que je trouve un moyen de prendre en compte toutes les formes de pratique. Pour m'inspirer, j'ai essayé de voir comment l'équipe réalisait son classement à l'époque. J'ai contacté le journal, encore, pour acheter le journal du 5 juin 2014, quand Cholet avait gagné le dernier titre, mais ils m'ont dit que c'était impossible de commander de vieilles éditions. Un peu déçu, je me suis rabattu sur les collectionneurs. Le seul journal que j'ai trouvé qui parle de ce challenge, c'est cette édition de 2005. À l'époque, Asafa Powell baissait le record du 100 mètres d'1 centième, et le journal coûtait presque 2 € de moins. Donc vous plaignez pas trop avec vos baguettes. Bref, cette année-là, c'était Troyes et Saint-Amand-les-Eaux qui gagnaient le challenge de la ville la plus sportive. Pour prétendre au titre, il fallait postuler, ce qui enlève de fait les communes qui ne connaissent pas le challenge, ou celles qui n'ont pas les moyens humains de le faire. Puis un jury de journalistes et de politiques votait pour récompenser la politique sportive la plus cohérente. Contrairement à ce qu'on essaye de faire ici, ça demande forcément une certaine subjectivité de classer des politiques. On le voit d'ailleurs au résultat, en 2005, Troyes a gagné avec 7 voix contre 4 pour Valenciennes, le finaliste. En creusant, j'ai aussi trouvé une forme de classement reconnue par l'État, avec le label Ville active et sportive. Ça a été créé en 2017 et ça récompense les villes qui s'engagent dans la promotion du sport. J'aurais voulu l'intégrer à notre classement, mais rien que l'an dernier, 300 villes ont reçu ce label, qui récompense aussi la cohérence des politiques sportives. Les meilleurs reçoivent plein de petits lauriers. Oui, c'est comme les villes fleuries, mais pour le sport. C'est intéressant, ça permet de souligner le dynamisme de certaines villes, mais au final, c'est juste une sorte de récompense, pas un classement. À ce moment-là, je me suis souvenu de quelques articles que j'avais vus au début de mes recherches. Parce que oui, avant d'écrire cette vidéo, j'ai fait comme tout le monde et j'ai tapé dans Google « Ville la plus sportive de France ». J'étais tombé sur des articles qui ne reprenaient pas les éléments que j'ai utilisés jusqu'ici, mais qui mentionnaient plutôt le nombre d'équipements sportifs pour 100 habitants. Alors c'était parfois le nombre de salles de sport et parfois des choses plus exotiques, on va dire. En tout cas, ça m'a donné des idées pour répondre à mon besoin. Comment mesurer la pratique sportive dans une ville sans regarder le nombre de licenciés. J'ai donc cherché une base qui cartographie les équipements sportifs. Une base gratuite, je suis un petit youtubeur, abonnez-vous. Et cette fois-ci, j'ai trouvé une nouvelle fois la base de données parfaite. Le recensement national des équipements sportifs et des lieux de pratique. Au départ, j'étais assez perplexe. Je pensais que ça allait juste cartographier les lieux de pratique classiques, le stade de foot, le gymnase, les piscines, etc. Mais en regardant plus dans le détail, j'ai vu qu'il y avait les boulodromes de France par exemple. Il y a ce truc, ou encore celui-là dans la base, celui-là aussi. Il y avait aussi tous les Basic Fit ou les City Stats par exemple. Concrètement, on n'a plus une approche par le pratiquant, mais par le lieu de pratique. Vous connaissez la méthode désormais, on ne regarde pas le nombre d'équipements pour chaque commune, mais le nombre d'équipements par habitant. Voilà, je mets ça sur une carte comme tout à l'heure. Une nouvelle fois, il y a des choses qui sautent aux yeux, comme les taux très élevés d'équipements dans les zones montagneuses. Si on compare avec la carte de population des communes, c'est presque l'opposé. En fait, les plus petites communes sont avantagées. Ça coûte pas grand-chose de faire un terrain de foot à un terrain de boule que l'on va retrouver dans une majorité des villes de France. Mais c'est plus compliqué de faire des patinoires ou des pistes d'athlétisme. Le biais ici, c'est que peu importe la taille ou l'importance de l'équipement, il pèse autant dans les calculs. Le City Stade tout pété, pas rénové depuis 10 ans, compte autant que le Stade de France. Certains territoires sont aussi avantagés par comment sont pris en compte les équipements. Par exemple, pour les sites d'escalade en extérieur, j'ai l'impression que chaque voie existante, donc chaque partie, chaque face du rocher qu'on peut grimper, donne un équipement. Bref, c'est un peu technique tout ça, j'aurais peut-être dû faire des pondérations, dites-moi ce que vous en pensez. Malgré tous ces biais, j'ai une nouvelle fois distribué des points aux communes de plus de 7000 habitants, entre 0 et 100 pour les communes les mieux équipées. Bon, on arrive maintenant à la fin. Pour trouver le vainqueur, on va additionner les points des 3 classements. À la 3e place, on retrouve Biarritz avec son équipe professionnelle de rugby. C'est 25 000 habitants, c'est 8 000 licences sportives, c'est 30 salles de musculation. 30 salles ? Ok. C'est fronton de polo de basque et c'est plage.
intéressant. Et je veux pas laisser de suspense pour les 2 premières places, parce que ce sont des villes très proches. 2 villes de montagne, Briançon, et le vainqueur de cette édition, Chamonix. Sur les 1500 communes que j'ai étudiées, la ville arrive partout dans le top 5%, avec son club de hockey pour seulement 8000 habitants, un nombre de licenciés hyper élevé, un des meilleurs taux d'équipement de France avec les espaces d'escalade, de randonnée et de ski. Bref, vous l'aurez compris, ce classement il est imparfait. J'ai essayé de le montrer à toutes les étapes de cette vidéo. Il donne notamment l'avantage aux plus petites communes. La première commune a plus de 100 000 habitants, elle arrive à la 383e place. C'est Caen, mais quand on pense à Chamonix ou à Biarritz, on pense à la pratique sportive en général, donc c'est pas complètement incohérent. Pour équilibrer, on aurait pu prendre en compte le palmarès des clubs ou la présence d'événements sportifs de grande ampleur. Dites-moi si vous avez d'autres idées. Ce classement, c'était surtout une manière pour moi de parler de sujets qui me tiennent à cœur, comme la difficulté de développer la pratique dans des milieux défavorisés, ou la montée en puissance des disciplines individuelles qu'on observe en ce moment. Est-ce que vous auriez vu une autre ville sur le podium? En tout cas, je sais pas si ça se voit, mais cette vidéo elle a demandé beaucoup de travail statistique, donc n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne. Vous pouvez liker et commenter aussi. On se voit très vite, à bientôt.